Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Renards du Soccer. Comme d'habitude, Mathieu Lemay et moi. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, on est en mode communiqué de guerre aujourd'hui. Exactement, on se suit en plus les deux avec une barbe. En fait, aujourd'hui, on a l'honneur d'être là où tout a commencé. On est au centre Claude Robillard. Juste en face de moi, il y a le fameux terrain du centre Claude Robillard, le terrain de soccer, où l'Impact de Montréal a joué son premier match de son histoire à domicile. C'était le 21 mai 1993. Et son ancêtre, le Supra, également. Exactement, et son ancêtre, le Supra. Donc, on va faire un autre épisode ici avec une petite émission spéciale à la fin, un petit segment spécial. On commence comme d'habitude avec la track de la semaine. La track de la semaine, comme d'habitude, on réfléchit et on choisit quelque chose. Et on ne pouvait pas passer à côté de ce match-là, qui pour beaucoup n'était pas un match clé, mais sauf que je pense qu'il sera un match clé dans la saison. C'était la révolution de la Nouvelle-Angleterre face au Cincinnati, du FC Cincinnati. C'était en Nouvelle-Angleterre, puis la victoire de Cincinnati à l'extérieur, sa première victoire de son histoire en MLS sur le score de 2-0. Bon, c'est vrai que la Nouvelle-Angleterre, ce n'est pas cette force, mais n'empêche, Cincinnati vient de gagner 2 matchs de suite. Un match à domicile 3-0 contre les Timbers, puis maintenant un match en Nouvelle-Angleterre. Tu pensais quoi de ce match-là, toi, Mathieu? C'est un match où j'avais, premièrement, beaucoup de mal à saisir la Révolution. À Toronto, le match précédent, la Révolution s'était bien battue et n'eût été de l'entrée d'Altidar, probablement que la Révolution repartait de Toronto avec un verdict nul. Ouais. Ils avaient quand même assez bien joué. Mais face à Cincinnati, on a l'impression qu'ils n'étaient pas là, en tout cas pas en première mi-temps. En tout cas. On les a sentis, je dirais pas peu motivés, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Moi, je ne les ai pas sentis motivés. Et au moment où il y a eu leur seule chance de marquer, en fait, elle était double. Ouais. Quand Carles Gil avait fait son tir et ensuite Agudelo avait répliqué avec un retour. Spencer Ritchie, le gardien de Cincinnati, a fait un double arrêt clé. Et on a l'impression qu'après cette chance-là, la Nouvelle-Angleterre n'était plus là. Oui, Brad Friedel a peut-être parlé à ses joueurs en première mi-temps dans le vestiaire, mais franchement, oui, Cincinnati, c'est vrai qu'ils sont en progression. Ils avaient perdu au début de la saison leur premier match contre Seattle, qui est étonnamment un début de saison assez fort en comparaison des saisons précédentes. Et après cette défaite-là, Cincinnati, on dirait qu'ils n'ont plus regardé en arrière. Ils ont enchaîné qu'un match nul et là, c'est une première, comme tu as dit, première victoire à l'étranger, mais une deuxième consécutive. Ouais. Et avec une formation assez peu classique en 4-2-2-2. Parce que moi, j'ai rarement vu ça. Mais en MLS, hein, c'est un peu comme ça. On se rappelle du 3-2-2-3 de Patrick Vieira à sa première saison avec New York City FC. Cincinnati, ils ne sont pas cassés le bicycle, comme on dit en bon québécois. Ils ont bien ressorti. Il y a des joueurs qui ont bien performé, entre autres, évidemment, Kenny Saïef au plan offensif, mais aussi Kekuta Manneh qui fait son retour en MLS. Il faut parler de lui. Évidemment, c'est un Gambien, même s'il va être naturalisé éventuellement peut-être aux États-Unis. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins qu'après avoir été faire un petit séjour à l'extérieur, il fait son retour à Cincinnati. C'est une grosse prise quand même, je trouve, même si on a toujours questionné sa régularité. Et là, il a marqué un gros but, mais en même temps, sur ce but-là, c'est pour ça que je veux revenir sur le peu de motivation de Nouvelle-Angleterre. Le premier but de Kekuta Manneh, la ligne défensive, elle est complètement reculée vers le gardien. Ouais. Tout l'espace est laissé à 3 joueurs de Cincinnati. Ça n'avait pas été Manneh, quelqu'un d'autre aurait marqué ce but-là. Effectivement. Le deuxième, c'était un second effort de Cincinnati. Ça après un corner. Mais on avait l'impression que pourtant, alors que physiquement, on sait qu'ils sont imposants devant l'Angleterre, ils ont perdu tous les duels qui ont mené au but de Kenny Saïef. Et ça, pour moi, ça résume tout le match. Je peux comprendre les huées de la foule en Nouvelle-Angleterre, même s'il n'y avait pas grand monde. La foule, les 3-4 personnes qu'il y avait, tu veux dire? Oui. En tout cas, mais on parle quand même d'un club qui a déjà été en finale. On parle d'un club qui a une longue histoire en MLS. Toute une histoire. Brad Friedel est arrivé l'an dernier. Il semblait avoir apporté un peu de sang neuf. La saison avait bien débuté pour Nouvelle-Angleterre, mais on sent que malgré l'arrivée de Carles Gil, justement, qui est un joueur, on le voit, qui a du talent, qui semble amener quelque chose dans cette équipe-là, mais globalement, on a l'impression que la mayonnaise, soit qu'elle n'est pas là cette saison pour l'instant, ou en tout cas pour ce match-là, mais c'est tout bonnement inexplicable le fait de ne pas se présenter comme ça devant ses partisans. Exactement. Ça, pour moi, c'est comme ça que je vois cette performance-là, beaucoup plus que la domination de Cincinnati, en fait. Effectivement, c'est vrai que New England va vraiment pas bien. Brad Friedel doit vraiment se poser des questions sur pourquoi il est venu, qu'est-ce qui se passe. J'espère qu'il y a une espérance, quelque chose, il a des promesses et des garanties par rapport à la composition de son effectif. Il y a beaucoup de rumeurs sur la toile
la toile qui dit que la Nouvelle-Angleterre va faire un mercato estival où ils s'attendent à une voire deux signatures, une d'envergure. C'est ce que les dirigeants de la Nouvelle-Angleterre ont quelque peu On se rappelle, l'année passée, ils promettaient un nouveau stade et finalement, ça a complètement tombé à l'eau. Ça, c'est le gros problème de la Nouvelle-Angleterre, c'est qu'ils jouent dans un stade qui est presque tout le temps vide. Il faut dire que le stade est énorme. C'est le stade des Pats, des Patriots de la NFL. On peut même quasiment dire que c'est comme c'est les mêmes propriétaires. On se demande s'ils ne privilégient pas davantage les Patriots en NFL que leur club en MLS. Ben, il faut dire aussi que les Patriots, c'est quand même... Oui, les Patriots, c'est quand même toute une marque aussi en NFL. En tout cas, bref, donc la Nouvelle-Angleterre, ça va pas bien. Par contre, j'ai été impressionné par cette équipe de Cincinnati parce qu'on en a parlé pendant longtemps en disant... Cincinnati, quand ils ont fait leur effectif, au début, je disais, ils ont 5 milieux défensifs. Je ne comprenais pas comment ça rentrait dans le système. Ils n'avaient pas assez de gens à l'attaque. Mais au fur et à mesure, ils ont ramené ces pièces manquantes-là. Et tu as parlé de Kekuta Mane, tu as parlé de Kenneth Saïf. Les deux joueurs, entre eux, ont marqué un but, une passe décisive. Donc, en fait, ils ont déjà créé une certaine osmose entre eux et des automatismes entre eux en si peu de temps. C'est quand même très impressionnant de voir Cincinnati. À l'heure qu'on parle maintenant, on est le 27 mars 2019. Cincinnati est deuxième de la conférence Est avec 7 points. Bon, ils ont un match de plus que beaucoup d'équipes, mais n'empêche, ils ont 7 points en 4 matchs, ce qui est vraiment pas mauvais avec juste un seul match joué à domicile. Mais ils ont annoncé la couleur, mais on s'en doutait un peu quand même, ils n'allaient pas être une proie facile comme équipe d'expansion. Ben, beaucoup, si jamais on en a parlé sur Culture Soccer beaucoup de fois et tout le monde pensait que Cincinnati ne ferait pas les séries et serait un peu dans les dernières places de la conférence Est, mais en tout cas, en date d'aujourd'hui, ils prouvent qu'en fait, ils sont de loin mieux. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette... je m'attendais à ce qu'Emmanuel Ledesma soit vraiment la star de cette équipe-là, mais en fait, on voit vraiment un collectif. On voit l'entraîneur Alan Koch qui a vraiment fait son C'était travail. important de le mentionner parce qu'un joueur qui est resté dans l'ombre dans ce match-là, mais que j'ai trouvé, moi, efficace, c'est Mathieu Deplagne, le défenseur latéral. Excellent, C'est un joueur qui est resté dans l'ombre, mais il a tout fait très bien dans le match, je trouve. Et, parce que c'est sûr que le spotlight, comme on dit en anglais, était sur Kekuta Mane et Kenny Saïf. Le projecteur était sur ces deux joueurs-là parce qu'ils ont travaillé, ils ont marqué. On met toujours le projecteur sur le joueur offensif, mais tu l'as dit collectivement, il y a des joueurs dans l'ombre. Exactement. Et c'est d'autant plus impressionnant que Fernando Adi était sur le banc, Foutaï Alaché était sur le banc. On parle de joueurs qui ont quand même été de grosses signatures déjà l'an dernier pour Cincinnati. Ça indique que cette équipe-là a probablement je dirais pas une profondeur, mais presque. Ils ont probablement des joueurs et Alan Koch a une idée très, très précise, je pense très claire de qu'est-ce qu'il veut dans cette équipe-là, même s'il semble, en tout cas c'est mon avis, il semble vouloir expérimenter certaines petites choses. Mais je pense qu'il commence à trouver, en fait, sa formation. Je sais qu'il a commencé au début avec 3 défenseurs. Ça ne marchait pas trop avec Mathieu Deplagne en tant que défenseur central. Moi, je l'avais dit à un moment donné, Mathieu Deplagne, je l'ai déjà vu jouer longtemps. Puis je peux vous dire qu'il a des manques de concentration. Pour un défenseur central, ça paye cash. Et on l'a vu dans les premiers matchs. Maintenant, placé en tant que latéral droit, il est très intéressant. Et effectivement, on l'a vu sur ces 2 matchs. Il a même marqué un but contre Portland. Puis maintenant, il a très bien joué. Il a failli marquer un but aussi en Nouvelle-Angleterre. En tout cas, c'est ça qui va conclure notre premier segment, la track de la semaine. Donc, on laisse un petit moment, puis on revient tout de suite avec le prochain. Nous sommes maintenant rendus à notre second segment, toujours au centre Claude Robillard, segment baptisé le Renard Rouge. Non, ce n'est pas une erreur et on ne parlera pas de Toronto FC. Rassurez-vous, non, on parle de l'équipe canadienne qui a disputé son dernier match de qualification pour la Gold Cup et aussi pour la Ligue des Nations, la Ligue A en fait, pour rejoindre la crème de la crème. Le Canada qui jouait donc un match à Vancouver contre la Guyane française ou la Guyane tout court, appelez ça comme vous voulez. Endroit plus connu anciennement pour son bang et non pas le poivre, le bang de Cayenne. Mais là, cette fois, c'était un match de soccer en bonne et due forme. On se rappelle, à une certaine époque, le Canada avait affronté cette équipe-là où il y avait un certain Florent Malouda. Là, cette fois, c'était un match mais vraiment officiel. Ça a été un peu moins bordélique. Et le Canada a remporté une victoire convaincante de 4-1 contre son adversaire. Et de fait, termine à égalité au premier rang des qualifications avec Haïti. Même au différentiel de buts, ils sont à égalité à plus 17. Le Canada est donc qualifié pour la Gold Cup et également pour la Ligue A des Nations CONCACAF. Adi, tu as pensé quoi de la performance du Canada face à la Guyane française?
Oui, bon, on s'entend que ça aurait été très grave si jamais le Canada n'avait pas remporté ce match. Hein. On s'entend que sur papier, l'équipe canadienne a tendance à un meilleur effectif que la Guyane. Par contre, j'ai bien aimé comment, dans l'adversité, l'équipe a répondu. Parce qu'en regardant le match, on a marqué le premier but grâce à un magnifique travail de Junior Roylett. Puis après, il y a eu une erreur défensive quand même assez importante où notre Samuel Piette national a fait une passe pas assez appuyée au gardien Milan Boran. Mais en plus, Boran a essayé de faire un geste technique en essayant de faire passer le ballon derrière son pied gauche, derrière son pied d'appui. Mais ça n'a pas trop marché. Et c'est Kevin Riemann, le joueur du PSG, qui a marqué le but dans presque une cage désertée. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la réponse du Canada. Le Canada a vraiment continué à performer. Il y a eu une petite période de flottement, mais ils se sont vite remis grâce à, et bien évidemment, Jonathan David. Très gros match. À un excellent match. Lucas Cavallini qui a marqué un doublé. Qui a marqué un doublé. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Il ne faut pas oublier aussi que l'équipe nationale jouait sans deux de ses meilleurs joueurs, qui sont Scott Arfield et Alphonso Davies. En plus, avec Balou Tabla sur le banc, c'était intéressant de voir que le Canada a cette profondeur d'effectif, où ils sont capables de faire jouer des joueurs qui n'ont pas à qui on ne pense pas vraiment, qui sont là et qui ont pu performer aujourd'hui. John Herdman a des exigences, c'est clair, ça a apparu dans ce match-là, parce que les joueurs qui étaient là pour répondre à l'absence d'Arfield et d'Alphonso Davies ont tous répondu. Et tu l'as dit, après le but égalisateur suite à une double erreur, ils n'ont pas baissé les bras, au contraire. Bon, oui, il a fallu s'ajuster un peu, mais ils ont vite remis le train sur les rails et le Canada a continué à suivre son plan de match, à jouer son style. Autrefois, le Canada aurait attendu les occasions, ça s'était replié. Puis on sait que c'était une époque où c'était même difficile d'appeler des joueurs de l'étranger comme pour les amener au Canada. Non, je vais rester en club, c'était comme ça. Là, maintenant, on sent un enthousiasme. Et l'équipe sur le terrain, justement, ils n'ont pas attendu la fin de la mi-temps. Ils ont marqué 2 buts avant la fin de la mi-temps. Effectivement. Ça, il faut le préciser. Et ça pour moi, c'est un signe que le Canada, non seulement ils n'ont pas pris de haut leur adversaire, mais surtout, ils ont décidé, dans la continuité depuis qu'Herdman est là, et même un petit peu avant, cette fois, on n'attend pas le jeu, on le fait, on le prend à notre compte. Et ça, je trouve que c'est très encourageant pour la suite des choses. Je ne dis pas que le Canada va gagner la Gold Cup, là, mais c'est encourageant. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas le droit, non seulement de perdre contre cette équipe-là, mais ils n'avaient surtout pas le droit de rendre ça serré ou de rendre ça, mettons, à la limite du suspense jusqu'à la fin du match. Exactement. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu ce que John Herdman a essayé. On s'entend qu'un des problèmes que le Canada a, c'est au poste de latéral. Malheureusement, au poste de latéral gauche, il n'y a pas grand monde. Et il a mis Marc-Anthony Kaye, qui est un milieu de terrain de formation, à ce poste-là. C'est quand même intéressant. Kaye s'est très bien débrouillé. Il a même créé des occasions assez importante à partir de cette position-là. J'ai bien aimé ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est vraiment le poste où il manque un spécialiste au Canada. Tout le reste de l'effectif est quand même assez complet à tous les postes et c'est ce que j'aime bien. Par contre, il faut souligner un peu les négatifs. Malheureusement, il y a eu pour moi un gros négatif. 2 négatifs, on va dire. Le premier, c'est sûr, c'est sur le but. Ce n'est pas normal. Les 2 fautes de suite, on les paye cash. Contre la Guyane, ça a été 1 but. Si jamais il y en avait plus... Un but donné, oui. Si jamais il y en avait plus, contre une meilleure équipe, à ce moment-là, ça peut coûter le match. Ça peut être du 3-0, ça peut être du 4-0, ça peut être quelque chose de grave. Le bon côté de la chose, c'est que tu fais cette erreur-là contre une équipe contre la Guyane, justement, et non pas dans un match en jeu contre le Mexique ou les États-Unis. Exactement. Là, et là, mentalement, peut-être que les joueurs, ça va rentrer dans leur tête et d'après moi, ils ne vont pas la refaire, cette erreur-là, surtout quand ça va compter. J'espère bien. Puis la deuxième erreur, je vais pas dire erreur, mais en fait, la deuxième chose qui est négative selon moi, c'est le match de Derek Cornelius. Malheureusement, Cornelius a été assez chancelant, pas très confiant, pas très solide. Et c'est dommage parce que on le voit déjà, il a mal commencé la saison avec les Whitecaps de Vancouver et on l'a vu comme quoi il était encore affecté en sélection nationale. Je ne l'ai pas trouvé si rassurant que ça. Pourtant, il joue avec son compère de la défense, aussi des Whitecaps, Donnie Henry. Donc, moi, je m'attendais à ce que ces 2 joueurs-là, vu qu'ils jouent dans le même club et ainsi de suite, ils arrivent à créer une certaine osmose et ces automatismes vus
à Vancouver soit transporté en équipe nationale. Mais, en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Oui. C'est tôt encore. Moi, de toute façon, tu l'as dit, ils sont en début de saison à Vancouver. La mayonnaise, elle n'est pas encore prise. Et il y a des joueurs qui ne sont pas encore, si on veut, au pic de leur forme. Effectivement. Et forcément, probablement au moment où, ce qui est bien, c'est qu'au moment où on va arriver à la Gold Cup, beaucoup de joueurs qui évoluent à la MLS et qui sont dans l'équipe canadienne devraient arriver à leur bon niveau. Au niveau, il y a des joueurs qui vont se connaître. Les deux défenseurs, tu l'as dit, Henry et Cornelius, vont être un peu plus familiers. Il y a des joueurs qui vont être un peu plus là, en mode match. Ouais, et je pense qu'à ce moment-là, on devrait s'attendre à ce que le Canada performe beaucoup mieux à ce moment-là. Moi, c'est pour ça que, dans le fond, un score de 4-1 où tu domines toutes les statistiques, alors que justement, tu l'as dit, l'équipe n'était pas encore rodée, la mayonnaise n'était pas encore complètement prise, ça peut être de bon augure. C'est une bonne chose. Parce que face à des équipes plus aguerries, comme la Jamaïque, par exemple, effectivement, si l'équipe elle est beaucoup mieux soudée, et que la mayonnaise, comme j'ai dit, la sauce elle va lever cette fois, bien, à ce moment-là, les joueurs, le collectif va aller dans la même direction. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir voir ce que le Canada vaut vraiment. C'est logique. Je trouvais ça normal. Et c'est la même chose. Et surtout, Cornelius, c'est un jeune joueur aussi. Il est très jeune, il s'habitue à Vancouver, à une nouvelle équipe, à la MLS déjà en général. Mais ça peut être payant rapidement. Effectivement. Ce genre de match-là où tu as, on ne dirait pas une contre-performance, mais ça peut être payant plus tard. C'est des minutes, c'est de l'expérience. Effectivement. Quand ça va compter, tu ne sais pas ce que ça peut apporter. J'aimerais juste ajouter une chose. C'est très bien pour le Canada d'être qualifié, pour le groupe A, tu l'as déjà dit, mais aussi pour la Gold Cup. Il ne faut pas oublier que dans le passé, le Canada se qualifiait d'office pour la Gold Cup avec les États-Unis et le Mexique, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est vraiment devenu, ils doivent passer par la phase de qualification. Ce qu'ils ont fait, ils ont prouvé comme quoi ils avaient le droit d'être là. Ils n'ont pas eu, souvent, il y a beaucoup d'équipes qui critiquaient le fait que le Canada recevait cette invitation d'office. Puis maintenant, ce n'est plus le cas. Plus personne n'a rien à dire. L'équipe nationale du Canada a mérité sa place à la Gold Cup et dans la Liga. Et moi, j'espère qu'on va monter en puissance de plus en plus. Certains diront que la Martinique a eu la même fiche, mais bon, ils sont bien contents là-bas de se qualifier. Ben oui, mais bon, c'est une petite note ironique. C'est ainsi qu'on va conclure le segment sur le renard rouge. Mais restez avec nous parce que dans le segment suivant, on a une petite surprise pour vous. Nous voilà pour le troisième segment des Renards du Soccer. Et pour ce segment-là, on a décidé de faire une entrevue avec Rachid Din. Rachid, ça va? Oui, ça va bien. Oui, ben c'est ça. Donc, on est très content de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais que tu te présentes rapidement à nos téléspectateurs. Parle-nous un peu de toi. C'est quoi que tu fais exactement? OK, bien, premièrement, bonjour à tous. Mon nom, c'est Rachid Din. Je suis l'entraîneur en athlétisme avec le club Cédron Select. Et qu'est-ce que moi, je fais personnellement, c'est la vitesse. Seulement la vitesse de 400 mètres et 100 mètres jusqu'aux 400 mètres et les événements, les haies aussi. Moi, mon philosophie, c'est de focuser sur la biomécanique, l'intensité et la technique. Quand je parle de biomécanique, c'est relié avec l'efficacité de la course, la technique de pied, l'efficacité de l'air, temps dans l'air pour les athlètes. Et c'est ça présentement que je suis en train de faire. D'accord, parfait. Donc toi, principalement, donc, tu t'occupes des athlètes, donc des athlètes en athlétisme, mais sauf que je sais que tu m'avais dit comme quoi à un moment donné, que maintenant tu essaies d'ouvrir tes horizons, peut-être à ce moment-là, tu as déjà fait aussi, je pense, du football américain, tu pourrais aussi entraîner des joueurs de soccer. Bien. Oui, comme moi, personnellement, j'étais un athlète avant. Je faisais athlétisme, je faisais rugby, je faisais football. Je n'étais pas fort du tout, mais quand même. J'avais des idées. Comment on peut prendre un athlète avec un talent qui est là, comment on peut exploiter ça pour football, soccer ou athlétisme. Et depuis ce temps, honnêtement, j'ai commencé à, focusser les informations, chercher les informations et j'ai amené tout le monde à l'athlétisme. Et avec ça, on peut dire que bouche à bouche, les gens, ils ont contacté les autres événements sportifs ou les football, rugby. Et avec ça, j'ai commencé vraiment de donner des camps d'entraînement. Des camps d'entraînement spécifiques de 8 semaines maximum en vitesse. Je donnais un coup de main les entraîneurs. Soit l'équipe provinciale, nationale et même les équipes de cégep. Ça peut être Vanier. En tout cas, les écoles en général. Et avec ça, j'ai commencé à l'entraîner,
certains athlètes en football. Et j'avais réussi, je suis quand même contente de quand je fais des séances de 8 semaines, aussi les athlètes personnels, 8 athlètes qui sont rendus au CFL. Parfait. Et aussi, j'avais 2 athlètes personnellement que j'ai entraînés qui étaient rendus en Europe. Mais Europe, excuse-moi. Un en Europe et un en Floride. OK, parfait. Yeah. Parfait, excellent, excellent. On parle beaucoup dans la préparation physique, c'est quelque chose qu'on entend parler souvent récemment. C'est un métier qui se spécialise beaucoup et à l'Impact de Montréal, on mentionne souvent le nom de Robert Duverne. C'est quelqu'un de très important dans le travail chez les athlètes, les joueurs de l'Impact. On va même jusqu'à mentionner l'importance d'un Antonio Pintus au Real Madrid. Yes. Comment, avec Zinedine Zidane, est allé le chercher. Et on a vu les joueurs du Real, pendant 3 ans, ils étaient à leur meilleur au moment où ça comptait dans le dernier droit de la saison en Ligue des Champions. On avait l'impression que c'était un rouleau compresseur. Donc, c'est là que la préparation physique devient de plus en plus importante. Aujourd'hui, le travail s'est beaucoup modernisé, mais jusqu'à quel point on peut dire que c'est important par rapport à l'autonomie d'un athlète et au point où il peut arriver, si on veut, un point optimal de performance dans le sport professionnel? Je vais vous montrer un des articles que j'ai trouvé en ligne. Okay? Ça s'appelle Physical Preparation for Soccer par, oh boy, j'ai le misère avec les noms. Mladen Jovanovic. Merci beaucoup. Vous pouvez le trouver en ligne, Physical Preparation for Soccer de Mladen Jovanovic. Exactement. Et c'est sur Google Search, c'est vraiment facile à trouver. La raison pourquoi je recommande ça, premièrement, pour les parents, pour les athlètes de comprendre, c'est un article vraiment simple qui explique vraiment bien. Et pour les entraîneurs qui sont vraiment avancés, qui comprennent, on va dire, la physiologie ou la biomécanique en arrière de ça, il y a un autre article que je vous recommande fortement, c'est par Edward and Noax. Et ça, c'est quelque chose que ça rentre en détail concernant, on va dire, le continuum de énergie système. D'accord. Et avec ça, ça va vous donner une bonne base, la compréhension en arrière de ça. Donc, pour répondre à ton question, Duverne, comment il est capable de mobiliser son équipe, que moi, je trouve vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'avais remarqué dans son histoire, dans son carrière de France jusqu'ici, jusqu'aux Impacts Montréal? Il fait des séances spécifiques, mais des séances mélanges. Donc, c'est jamais plate pour les athlètes concernant l'entraînement. Et avec ça, il a réussi de faire, pas de faire il focus sur le système énergie. Okay. Sur l'énergie. Donc, oui. L'énergie d'un athlète en tant que tel ou son énergie, comment la diviser ou comment la... OK, mais pas personnel. OK, comment je veux dire? C'est un peu délicat pour moi pour l'expliquer parce qu'avec athlétisme, c'est une séance spécifique. Pour soccer aussi parce que c'est vraiment avec l'endurance. Donc, pour les séances... parce que les saisons sont longues au soccer. Il faut que les joueurs puissent jouer, performer pendant un calendrier assez imposant. Donc, avec Duverne, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il joue bien avec, on va dire, anaérobique, lactic acid. Il va jouer avec la vitesse, les séances maximum speed holding, le VO max. Et avec ça, qu'est-ce qui est fun, même moi, je fais son analyse des fois, comment je peux utiliser ces entraînements pour mes coureurs de 400 mètres. Parce que les joueurs de soccer, c'est des bons coureurs de 400 mètres et 800 mètres. Ça, c'est clair. C'est clair. D'accord. Donc, en fait, un joueur de soccer serait quand même assez bon comme athlète de 400 mètres, en fait. Oui, quand on parle de joueurs de soccer, c'est vraiment des joueurs de soccer de haut calibre. Ouais. C'est pas juste n'importe quelle ligue. Et des fois, je vais aller chercher moi-même pour le AAA et plus haut. OK, parfait, parfait. Ouais, et pour comment on prépare maintenant? Tu as un peu parlé de comment Robert Duverne comment il fait son entraînement, sa préparation physique, ainsi de suite. Mais comment on prépare une saison de soccer? Parce qu'on parle tout le temps, tout le monde regarde le soccer. Ben, en tout cas, je vois la communauté de l'Impact. Ils regardaient avant la saison, puis ils voyaient que tout le monde était très fatigué. Il y avait beaucoup d'efforts physiques faits au début. Et je pense que il faut créer cette base pour que le joueur puisse durer toute cette année et enchaîner les matchs, enchaîner les efforts, ainsi de suite. Oui. Il y a une grosse base physique à faire au début. Comment on peut faire cette base physique-là? C'est quel genre d'exercice qu'il faut faire? Tu peux nous parler un peu de ça par rapport à comment une équipe de soccer se prépare avant une saison? Comme entraîneur,
c'est un peu dur. Je peux vous donner n'importe quelle séance d'entraînement, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour les athlètes ou pour l'équipe en général? Mais une des affaires que quand je fais mon, on va dire, SWOT analysis, ça veut dire c'est faiblesses, oh boy, faiblesses et strength, weakness, threats and organization and others plutôt. Parfait. Donc les forces, les faiblesses et puis l'organisation. Les menaces et organisation, oui. Parfait. Les risques et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec les athlètes niveau football ou football américain, je fais une analyse de neuromusculaire. D'accord. La puissance neuromusculaire. J'ai aussi le anaérobique, aussi aérobique et la capacité et la puissance. D'accord. Avec ça, mais ça, c'est individuellement. Et le moment, j'ai un athlète, je regroupe mes athlètes de entre chaque pool selon leur capacité. Okay. Après, je donne un entraînement spécifique parce que chaque athlète est différent. Oui, vous avez l'entraînement de sport qui va analyser comment gérer l'équipe eux-mêmes, mais quand ça arrive au individuel, c'est juste, on va dire, les séances de 3 à 4 personnes maximum. D'accord. Mais, M. Duverne a réussi, honnêtement, selon moi, de regrouper la majorité des athlètes et d'amener un autre niveau. C'est comme il a trouvé le overdrive pour les athlètes. Et quand la période critique dans l'entraînement, le dernier, on va dire 30 minutes d'un jeu, les athlètes sont capables d'aller chercher le 6e, 8e gear pour jouer. Et ça, je trouve vraiment fun comme analytique. D'accord. Mais justement, moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans la préparation physique, c'est ce qui se passe même avant un camp d'entraînement. Robert Duverne a donné des instructions aux joueurs avant le premier jour du camp, des exercices à suivre, des trucs à faire par eux-mêmes. Durant les vacances. Durant leurs vacances. Et à suivre de façon, là, on va dire, quotidienne, là, de façon stricte, pour que quand ils arrivent au camp, ils soient en fait, je dirais pas frais et dispo, mais qu'ils soient en tout cas bien préparés pour le vrai camp. Arrive le moment où on doit enchaîner ce dont vous avez parlé. C'est quoi les trucs? Parce que là, vous avez dit chaque athlète peut être différent. Comment on aborde ça, ce genre de préparation, de pré-préparation, si on peut dire? Oui, ça, quand je fais la même chose avec mes athlètes, encore une fois, athlétisme, joueur de football américain ou foot, qu'est-ce qui est vraiment fun? Je prépare une vision. Voici mon vision et voici mon mission. Et je mets ça dans les 4 phases, les étapes, qui honnêtement, c'est facile à gérer mentalement et physiquement. Et avec ça, je prépare avec un nutritionniste un plan, comment gérer dans quelle séance. Si vous avez des séances de préparation, séances de compétition ou séances critiques rendues en finale. Donc, il y a vraiment une nutrition à suivre. Préparation mentale aussi. Ça, c'est une affaire qu'on oublie tout le temps. Donc, toutes ces, on va parler pour athlétisme, mais quand vous avez une équipe nationale ou équipe élite, vous avez les ressources en arrière de ça. Et si vous avez un préparateur mental, ça vous aide. Et ça, vous faites beaucoup d'observations. Vous avez des devoirs chez vous, à la maison, devant le miroir, où vous êtes en train de lire le plan de match. Okay? Voici plan A, plan B, vous avez tellement de séances. Et comment vous jouez? Comment vous voyez vous-même sur le terrain? C'est comment votre collaboration avec votre, on va dire, vos coéquipiers. Et aussi, comment collaboration contre l'adversaire. Et voilà, l'adversaire. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu penses, par exemple, c'est ce que Mathieu demandait, c'est que quand les joueurs sont en vacances, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont en vacances, ils ont un de tes athlètes qui va en vacances. Est-ce que tu lui prépares, il y a une discipline à suivre, est-ce que tu leur prépares un truc en disant, OK, pendant ces 3 semaines-là, je sais que tu es en vacances, mais tu es quand même obligé de faire genre 1 ou 2 exercices par jour pour te tenir en forme, pour que quand tu reviennes, je ne sois pas trop en arrière et trop, tu ne dois pas recommencer à zéro. Moi, j'ai une philosophie. C'est vraiment basé sur certains articles en sciences ou la biomécanique. Je donne sur l'année 20 congé. Quand je dis la récupération? Oui, récupération. Mais 20 congé, ça veut dire que vraiment, faites ce que vous voulez le faire. OK. Vraiment, mais récupération mentale, récupération physique, oui, il y a des limitations. Vous n'êtes pas chaque soir en train de vous boire de bière ou le vin comme un fou. Non, vous avez des limitations, respectez ça. Mais quand même, le 20 aide l'athlète beaucoup. Parce qu'un athlète de haut niveau, qu'est-ce que vous devez comprendre? Si moi, vous donnez 20 oublie ça, je suis out of shape tout de suite. Mais je suis out of shape présentement. Mais non. Mais si toi, tu es out of shape, moi, je suis quoi? On va pas rentrer dedans. Mais une chose, un athlète de haut niveau, n'oublie pas, leur système neurologique sont une autre capacité. On est rendu dans un autre niveau d'athlète de haute performance.
Donc, pour eux autres, pour prendre 20 leur régénération, ça aide de revenir plus fort. OK, parfait. Et avec ça, la mentalité aussi et physiquement, l'effet qu'ils ont pris une pause, quand ils reviennent, ils peuvent pousser leurs limites encore plus loin. Encore plus loin. C'est ça la chose. C'est pour ça que c'est important qu'ils puissent à ce moment-là avoir cette période libre, comme tu l'appelles, ces quartiers libres. En fait. Exactement. Donc, soit ça peut être contrôlé ou lousse. Moi, j'aime mieux contrôler. OK. Mais quand même, tu donnes. Parce que quand on donne pas les limitations, mais comment de bien reposer, les athlètes, ils comprennent ça. C'est l'éducation en même temps. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que quand ils vont en vacances, tu leur apprends comment bien se reposer. Donc, Oui. Par exemple, donc, il y a un certain programme qui est fait en disant, OK, pour que tu puisses bien te reposer, je ne sais pas, tu dois faire une heure de natation ou bien quelque chose comme ça. Natation, bien dormir. Voilà. Parce que les bien athlètes, dormir. quand ils disent « Oh, coach, j'ai bien dormi, mais de minuit à, on va dire, 8 h, 9 h, mais je suis encore fatigué. » Mais c'est normal, parce que selon les statistiques, un être humain, on n'est pas, we're not nocturnal, comme il dit. on n'est pas des ébouts de nuit. Voilà. Voilà. Donc, pour bien dormir, c'est avant minuit. Et je recommande fortement à mes athlètes, écoutez, 10 heures dans le lit. Ils disent, coach, je ne dors pas à 10 heures. Je sais, mais le fait que tu es en lit, 11 heures, tu vas dormir, c'est ça le temps de récupération. C'est avant minuit. OK. Puis il parfait. prend l'habitude. OK. Parfait. Oui, Excellent. prends l'habitude, les bonnes habitudes. Merci. Exactement. Bah, écoute, Rachid, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir Ça reçus fait ici, plaisir. là où tu entraînes tes athlètes, Oui, au centre exactement. de Robillard. On est très content d'être là. De nous avoir donné quelques clés sur la préparation physique aussi. Exactement, Oui. des clés sur la préparation physique de tout genre d'athlètes, c'est ce qui est très intéressant. J'aimerais déjà, comme d'habitude, remercier City Vision, dont David Dixot, qui nous filme présentement. J'aimerais aussi féliciter Culture Soccer pour ce qu'ils offrent pour le foot nord-américain. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine. On vous voit la semaine prochaine. Au revoir.